Alain Bergala. Je rappelle que vous avez commis quand même 2 ouvrages sur l'histoire des plans. Donc le découpage, vous connaissez. Comment on raconte une histoire au cinéma? Peut-être avant, Oui. je raconte une petite histoire par rapport à ce qui a été dit sur la différence entre le mode de pensée américain et européen. C'est que quand Rossellini a tourné Stromboli, il était sous contrat avec la RKO, puisqu'il faisait tourner Ingrid Bergman, et qu'elle était sous contrat pour 4 films. Donc les Américains étaient très surpris de voir comment ça se passait, puisque Rossellini tournait quand il en avait envie, etc. Et il avait prévu de filmer La pêche au thon, à Stromboli. Et puis à un moment, il arrête le tournage et il dit aux Américains, ben, j'attends que les thons arrivent. Et il savait qu'ils arrivaient à peu près dans une semaine, 15 jours. La RKO, jamais dans l'histoire du studio, ils avaient attendu quelque chose, puisque c'était des plannings très serrés et tout. Et donc, ils disent à Rossellini, mais si on va les chercher, quand vous les amène, vous filmez? Il dit, ah oui, allez-y, essayez. Évidemment, vous imaginez amener 600 tonnes, parce que c'est des passages saisonniers. Et du coup, Rossellini était peinard, il faisait de la pêche sous-marine, parce qu'il aimait ça. Et il a attendu que les vrais thons arrivent, et il a filmé les thons. Donc, sur un rapport comme ça, disons, à la... Et il séduisait Ingrid Bergman pendant ce temps. Voilà. Au grand dam de sa femme. Oui, juste, je voudrais dire un truc par rapport à ce qu'on a Oui. déjà vu là, notamment Oui. le premier film. Enfin, j'aimais beaucoup là, les plans où on voyait la petite masse, enfin, la petite boule de sardines, poisson, et oui. puis on voyait les prédateurs qui attaquaient, parce que là, d'un seul coup, il y a un truc de vérité. Enfin, d'un seul coup, on se dit, c'est pas du montage. On se dit, voilà, on voit, on comprend, et on comprend très bien, notamment l'espèce de fuite quand ils partent verticalement, qui est un truc génial, enfin formidable, parce qu'on comprend comment ils réagissent. Mais il n'y a quand même pas de fictionnalisation possible avec des plans documentaires si on n'a pas si on n'apporte pas autre chose. Et notamment le son, parce que le son, il y a du son sous l'eau, mais évidemment, souvent dans les films filmés sous la mer, le son est retravaillé après complètement. Et parfois, là, par exemple, les thons qui attaquaient les sardines, il y avait un effet un peu comme ça de dramatisation. Mais c'est normal, sinon on montrerait des images que les gens ne comprendraient rien. Donc il y a le son, il y a la voix, évidemment, il y a le récit, la voix off, et la musique. Puisque là dans le dernier extrait qu'on a vu, il y a pas mal de musique. C'est-à-dire, si on veut fictionnaliser des plans documentaires sous la mer, il faut quand même avoir recours à des tas de moyens qui relèvent plus de la fiction, disons, que du documentaire pur et dur. Mais c'est comme ça, parce que sinon, je veux dire, sinon on fait des films scientifiques qui n'intéressent que les scientifiques. Si on veut expliquer, pédagogiser un peu les choses, on est obligé d'avoir recours à ces moyens. Et ça, je réponds à ce que vous dites, parfois ça vieillit un peu. Les images ne vieillissent pas, mais parfois le commentaire, bon là c'est génial, parce que là évidemment le commentateur est génial, mais si vous voulez, souvent les images ne vieillissent pas, et le commentaire vieillit, parce qu'il y a un style de commentaire dans le cinéma documentaire qui est daté, quoi. Donc voilà. Bertrand Loyer, de manière succincte, comment vous scénarisez? Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes parti d'une revue scientifique, mais derrière, vous avez énormément construit. Saumon Surpris, je vous conseille d'aller, comme le peuple des océans, je vous conseille vraiment d'aller sur les sites de l'un et de l'autre, Saint-Thomas Productions, Acapella Bleu, pour trouver... Ce sont des histoires extraordinaires. Là, Saumon Surpris, c'est une histoire très construite, très complexe. Comment on travaille une histoire sur un documentaire comme ça? Comment on scénarise? Vous, votre stratégie, votre plan de travail, quel est-il? Sur le principe, c'est comme une recette de cuisine. En fait, on a quelques principes assez éternels, puisque 99% de nos films ont une structure qui est celle du mythe. Si je résume, donc c'est souvent des histoires en 3 temps. On a le monde extraordinaire, le monde ordinaire, le monde extraordinaire, et la 3e partie du film, c'est le retour dans le monde ordinaire avec un élixir, quelque chose en plus, qu'est-ce qu'on a appris, etc. Et ça, c'est la base du récit en 3 temps. Et ce qu'on essaie de faire après ça, c'est de subdiviser ces chapitres, ces grandes parties, en sous-chapitres. Et le principe qu'on applique souvent, c'est celui de la corde à nœud. Une fois, c'est quelque chose qui est très tendu, et après ça, on relâche. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de plus divertissant qui suit quelque chose qui est plus informatif. Il faut savoir également que sur la plupart de nos films, vous remarquerez si vous étudiez un peu, c'est que
La plupart des informations sont données au début des films. Le premier tiers ou les premiers 40% sont assez riches en commentaires. Et après ça, on allège. C'est-à-dire les informations principales sont données et on offre aux spectateurs la possibilité de rentrer dans l'histoire et d'avoir la fibre du divertissement et d'apprécier les images pour ce qu'elles sont. Et on cherche justement à éviter d'envahir l'image par du commentaire. C'est le plaisir d'un film documentaire animalier, normalement, vient justement à la fois de sentir qu'on n'est pas flouté, on ne triche pas, et on nous donne des informations et en même temps, on en prend plein les yeux. Ça, c'est quelques principes élémentaires. Après ça, si je dois établir deux grandes catégories, il y a le film animalier, on est animalier pur et dur, c'est-à-dire comme Océan, on ne voit que des animaux, et sur lequel on ne peut appliquer a priori que ce genre de structure narrative, donc on détend, on donne des informations, etc. Et on suit un nombre limité de personnages, aussi limité que possible, pour ne pas faire un effet catalogue. Et l'autre chose, c'est les films où on a un homme qui entraîne le spectateur dans une histoire, qui prend le spectateur par la main, et donc c'est un vecteur, un passeur d'informations. Et là, s'appliquent des techniques qui ont été assez bien décryptées par quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur les mythes et la construction des mythes universels qui nous émeuvent depuis 2000 ans. C'est un Américain qui s'appelle Joseph Campbell, et je pense qu'Alain Bergala doit connaître un peu ses travaux. Et Joseph Campbell a théorisé justement la manière de raconter des histoires. Et pour savoir que Tolkien, qui a écrit Le Seigneur des Anneaux, il faut savoir que George Lucas, par exemple, quand il a écrit La Guerre des Étoiles, s'est inspiré des études de cet homme-là, Joseph Campbell. Et bizarrement, à notre petit niveau en documentaire, on retrouve ces codes où le personnage a des doutes, il exprime ses doutes, il rencontre un mentor, le mentor donne des informations, et puis il y a une progression de l'histoire, on arrive à un point culminant, et après ça, on revient dans le monde ordinaire. Donc c'est une subdivision de ces chapitres. Encore une fois, je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que c'est un peu de la cuisine, mais on a quand même des méthodes, c'est comme des outils narratifs pour raconter des histoires. Valérie Habitat, avant de passer un extrait de votre film, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à produire votre premier documentaire sous-marin d'ailleurs? Oui, c'est vrai que c'est le premier. C'est l'histoire. Le premier documentaire. Bah, c'est la beauté des images que j'ai vues, premières images de la première plongée de Roberto. J'ai vu cette masse impressionnante. Et je travaillais déjà à l'époque avec Stéphane Bégoin, le réalisateur, et sur un autre film, mais sur la mer cette fois-ci. Et on a été subjugués. On s'est dit, mais c'est quoi ce sous-marin? D'où il sort? Et avant de se lancer dans l'aventure, on a quand même vérifié 2-3 petites choses, c'est-à-dire s'il y avait matière à raconter une histoire en partant de cette épave, puisque on ne peut pas. Il fallait faire un film d'au moins 1 heure. Hein. Et donc on a contacté des spécialistes aux États-Unis, en Allemagne de ces U-boats, et les premières images qu'ils ont vues nous ont conduit à penser que c'était un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, etc. etc. Et on a quand même pris pas mal de risques parce que l'histoire s'est construite en même temps que l'enquête qui est menée. Donc, et on a eu beaucoup de chance parce que non seulement ce sous-marin a été assez facilement identifiable, mais aussi il raconte une histoire qui est celle de l'ensemble de la bataille sous-marine de la Seconde Guerre mondiale, puisque il est parti de Norvège pour aller en Atlantique, puis Gibraltar, puis terminer sa route en Méditerranée. Donc c'était comme le symbole de tous ces sous-marins, puisqu'il avait participé à toutes les batailles. Alors, dans le scénario aussi, vous en parliez lors d'une précédente rencontre, vous avez intégré la mise en scène des moyens mobilisés. Oui. Alors, il faut savoir que nous sommes à 120 mètres. Le sous-marin est filmé par un sous-marin qui est une bulle, un Remora 2000. Par les plongeurs d'abord. Par les plongeurs et puis par un sous-marin. Ouais. Et les plongeurs filment le sous-marin, Ouais. qui filme le sous-marin. Hein, c'est un peu. Ouais. Il y a du hors-champ, il y a du. Et pourquoi il fallait montrer dans votre scénario qu'un sous-marin, la présence du Remora? Vous disiez que c'était important. Mais en fait, on voulait vraiment aller au bout de l'histoire. Donc,
Bon, déjà, c'est assez visuellement étonnant que de voir ce rémora évoluer sous la mer. Mais nous avions besoin du rémora pour notamment faire descendre l'historien, le principal historien, auprès de l'épave, de manière à ce qu'il ramène des détails qui prouvaient que c'était bien ce sous-marin et surtout qui expliquaient pourquoi il était là et quelle pouvait être l'hypothèse de cet échouage. Donc, on avait besoin, donc l'historien n'étant pas plongeur et encore moins pouvant plonger à 100 mètres de fond, le seul moyen d'aller à cette profondeur, c'était d'utiliser le rémora de la Covex, effectivement. Donc, du coup, ça devient effectivement, en même temps qu'on faisait descendre le rémora pour ramener l'historien et les témoins, puisqu'on a réussi aussi à faire descendre un des témoins, on a retrouvé deux anciens sous-mariniers allemands, malheureusement un est décédé depuis, et on les a amenés, a voulu descendre pour rendre hommage à ses camarades disparus, à leurs camarades disparus. Et donc on a fait plonger le rémora qui en même temps était occupé d'un ROV, donc il faisait des images. Le rémora qui faisait des images effectivement était filmé par les plongeurs. Et tout ça étant éclairé, je reprends ce que disait Alain tout à l'heure, c'est-à-dire que on a sensibilisé les plongeurs et l'équipe de Roberto en leur montrant des images d'abysse, en disant voilà, il faut que le sous-marin, on le découvre petit à petit, il faut que le mystère reste entier au départ du film. Donc on a joué quand même avec les lumières, il y a quelques kilos de lumière qui ont été amenés sous l'eau, y compris quand le rémora tournait, en fait. Alors, on va voir, non pas l'extrait, je suis désolé pour la technique, mais je vous conseille de rester après pour la projection justement de ce documentaire. Je voudrais que l'on passe plutôt un extrait de Piège blanc. Il s'agit en fait d'une rencontre, car vous me corrigerez les uns les autres. Aujourd'hui, filmer sous la mer, c'est aussi prendre le risque de voir un scénario bousculé par le hasard d'une rencontre, d'un animal ou par une problématique posée par un lieu, que sais-je. Donc je vous propose de regarder un extrait, Piège blanc. C'est une rencontre qui est absolument magique. On ne l'a pas vu souvent comme ça au cinéma, et après on en parlera avec vous, René. Stupeur, un ours blanc, un des plus redoutables prédateurs au monde. Une décharge électrique me parcourt l'échine, me glace le sang. Là-haut, j'espère que Vince a déjà le doigt sur la gâchette. C'est un excellent nageur, mais un piètre plongeur. Il ne sonde pas plus de quelques secondes. Du coup, je peux le garder à distance en descendant sous l'eau. Il doit se demander quel drôle d'animal je suis. Ami ou prédateur? Il me vient en tête l'idée saugrenue qu'il est sans doute repu. Je mets un moment à comprendre qu'il est vulnérable dans l'eau. Je finis par contrôler ma respiration qui s'emballe et apprivoiser l'animal. Qui de nous deux a le plus peur? Lui non plus n'a pas dû voir souvent des plongeurs. À qui pourra-t-il bien raconter cette rencontre? Dans cet étonnant ballet qui nous unit, il ne perd jamais longtemps de vue mes bulles. Je sens bien que ma présence le retient, par pure curiosité. Je suis comme le condamné à mort gracié à la dernière minute. Résurrection. Nous sommes probablement autant sonnés l'un que l'autre. Après ce moment de grâce, il file fièrement, comme il est apparu.
On se demande un peu lequel a le plus peur de l'autre. C'est vrai. René Euzet, comment ça se passe dans ces cas-là? C'est pas la première fois en plus qu'une rencontre. Avec un ours blanc, oui, c'était vraiment la première fois. En fait, l'histoire du film n'avait rien à voir avec un film animalier parce qu'on suivait 2 jeunes kayakistes. C'était un reportage qu'on faisait pour Thalassa. Ce sont 2 jeunes kayakistes qui ont décidé de parcourir 1000 km sur la côte est du Groenland. Et l'un des 2 kayakistes faisait un peu de plongée, mais uniquement de la plongée découverte, plongée de loisirs. Et c'est vrai que parfois la nature nous récompense d'une façon vraiment originale. Et là, très très impressionnante parce qu'à la fin d'une plongée, je me souviens, il me restait 40 ou 50 bars. En fin de remontée, on a distingué une tache blanche, je me demandais ce que c'était. Puis là, quand on a vu que c'était l'ours, alors je vous dis tout de suite, on n'a pas été le voir. On est resté quand même prudemment à distance. On avait un bateau qui était à côté, puis on voulait voir un petit peu comment il voulait évoluer. Et moi, très vite, je me suis rendu compte que c'était effectivement un très très mauvais plongeur, tout simplement parce qu'il est très lourd, il a un pelage très imposant, et tout ça, quand c'est mouillé, ben, c'est pas très agile. Moi, de mémoire, j'ai jamais vu un ours, j'ai jamais entendu un ours blanc attraper une otarie ou attraper des poissons en pleine eau. Mais Voilà. comment la production comment ça s'est passé? Vous avez ramené des images et la production a dit bon, on va faire un trou dans le scénario, on va mettre une séquence avec la peluche flottante, ou on va garder notre scénario, on va juste rallonger un peu le documentaire. C'est pas possible. Ben, en fait, il y avait prévu dans le scénario différents types de plongées, qui étaient les icebergs. Donc, parce qu'on savait que chaque fois qu'on plonge sur un iceberg, c'était une plongée unique. Et donc, on ne savait pas ce qu'on allait trouver sur chaque plongée. Et puis, si on ratait la plongée, on ne pouvait pas refaire des séquences parce que l'iceberg bouge, la forme bouge aussi. Donc, chaque plongée était vraiment unique. Donc, il fallait s'adapter. Et là, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu cette agréable surprise de tomber sur l'ours blanc. Et tout de suite, l'équipe extérieure, parce qu'elle était extérieure et était à l'écart, parce que c'est ça, ils m'ont laissé travailler avec Alban. Parce que Alban, il faut dire, c'est vrai que il n'était pas très enthousiaste, parce que chaque fois, le problème que j'avais, c'est que j'avais l'ours ou j'avais Alban. J'avais Alban ou l'ours. Et pour rendre vraiment Alban, cette c'est l'un des Alban, participants. voilà, c'était le plongeur. Et pour rendre vraiment cette séquence crédible, une chose que je tiens, c'est que j'aime bien mettre le personnage avec l'animal dans le même plan, pour vraiment rendre la séquence à la fois plus forte et plus émotionnelle, et puis surtout plus crédible. Et puis donc, petit à petit, Alban s'est rapproché de moi, je me suis rapproché de l'ours, et puis j'ai réussi à le voir entre les deux. Et là aussi, pareil, il faut que je jongle avec le temps, parce que l'eau, il faut savoir que l'eau est à 0 degré. On venait de faire une plongée d'1 heure, il me restait 40 bars. Et puis l'ours, on ne savait pas du tout comment il pouvait réagir. Et moi, lorsque il m'a terminé là, le dernier plan, qu'on voit avec ce regard sous l'eau, sa patte est passée à 10 cm de mon objectif. J'ai réagi vraiment quand j'ai vu au montage, parce que quand je suis pris moi dans la technique de tournage, je ne peux pas laisser de place à l'émotion. C'est-à-dire, soit je regarde l'image et je suis subjugué, soit je me concentre mon point, est-ce que j'ai bien le point, est-ce que j'ai bien le diaph, faire attention. Et donc moi, je me concentre à fond sur le tournage sous-marin, quoi. Donc là, on rejoint un peu ce que disait Alain. On est dans du documentaire plus que de la fiction, et donc on réadapte au gré des rencontres. La fiction, combien de temps tous ces plans qu'on vient de voir avec l'ours, ça a duré combien de temps? 40 minutes. 40 minutes. Ouais, je suis sorti, j'avais plus d'air, donc c'est un peu chaud. Ah ouais. Okay. Et dans ce cas-là, quand même, vous êtes très content d'avoir des choses que vous n'avez jamais vues avant, non? Pour moi, c'était une aventure exceptionnelle, parce que dire l'ours blanc, qui est comme un animal mythique du Grand Nord, de mémoire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont filmé des ours sous l'eau. Et donc, du coup, cette rencontre, pour moi, c'était que du bonheur, parce que je me suis dit, si on avait osé le provoquer, on ne serait peut-être jamais arrivé. Et c'est vraiment, je dis des fois, la nature nous récompense de notre attente, de notre travail, parce qu'on a passé des centaines et des centaines d'heures à attendre un événement qui ne se passe pas, et puis d'un coup, la magie opère, et puis tout se passe d'un coup. Il n'y a pas de... Je vous en prie. Non. Après, il y a l'histoire, il y a le commentaire, enfin, la voix off, où là, l'animal, il est humanisé, c'est-à-dire, la voix off dit à quoi il pense en ce moment, etc., comme s'il était lui-même un peu La peluche humain. est vivante. Oui, ça, qui écrit ça? Alors là, en l'occurrence, c'était le réalisateur qui a écrit, c'est Thierry Robert.
et il a adapté son commentaire par rapport aux images, voilà, aux images et par rapport à la séquence. Parce que je suis sûr qu'au départ, bien souvent, les réalisateurs dans ce genre de film, on part avec des histoires, mais on ne peut pas dire on va faire un plan A comme ça, un plan B comme ça. On s'adapte. Et c'est vrai qu'après, dans la narration, en fait, la voix off est aussi la voix d'Alban ou de Vincent Soncavier. Donc, ce n'était pas une voix de narration, c'est la voix off qui reprend à la première personne un petit peu comme ma caméra est subjective d'Alban, ben, la voix off et aussi l'inconscience d'Alban. Mais vous participez pas, vous discutez pas de ça avec le réalisateur. Non, moi une fois que c'est lui qui écrit, il écrit ce qu'il veut. Moi une fois que j'ai donné mes séquences, s'il a un doute, il me dit tiens cette séquence je la comprends pas trop, qu'est-ce qui s'est passé, ou alors il me dit comment tu as ressenti cette séquence-là, et puis là aussi il s'appuie. Mais en règle générale, moi j'interviens pas sur l'écriture du scénario. Mais est-ce que des fois vous vous sentez pas trahi? Bah, trahi, oui ou non? Pas trahi, c'est pas le mot. Est-ce que des fois vous dites c'est pas vrai, c'était pas ça moi mon rapport à l'ours? Ben là, dans ce cas, comme je connais bien Thierry Robert, je sais que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je lui dis là, ça ne va pas, on en parle. On en parle. Voilà. On en discute avant, parce que moi, je vois le film toujours avant. Il me dit toujours par respect, il me dit tiens, viens voir où on en est. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as rendu? C'était pareil avec Jacques Perrin et Jacques Luseau. Parce que bien souvent, les réalisateurs, ben, malheureusement, ils ne sont pas avec nous à côté de l'eau, donc ils ne savent pas ce qui se passe. Et quand ils voient une séquence, ils la voient, ils voient des rushs, et à partir de là, de ces rushs, ils se disent bon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux monter avec? Et ce qui est le plus important, c'est qu'un réalisateur se rapproche de la réalité dans ce genre de film. Et c'est pour ça que nous, on intervient à ce niveau-là, parce qu'on a à la fois notre rôle de chef-op, et aussi un peu de second réalisateur, parce qu'on est obligé de... C'est vous qui voyez. Oui. Voilà, exactement. Et puis c'est nous qui nous adaptons aussi. Parce qu'on peut faire une très belle séquence, mais il faut aussi la travailler en découpage pour que le réalisateur, le monteur, puisse monter cette séquence-là. Parce que si j'ai fait un seul plan, il n'y aurait pas eu le même impact sur le montage. Ça veut dire que vous êtes sous l'eau, vous faites des plans, vous savez que vous avez peu de temps. L'ours, il est peut-être un peu dangereux. Il y a aussi celui qui est le plongeur à côté. Déjà, malgré tout ça, vous pensez au montage. Ah bon, de toute façon, c'est ce que je disais, je laisse... L'émotion, je la passe après au visionnage à l'écran. Je travaille technique et sécurité. Voilà. Sous l'eau, c'est ma règle de base, c'est technique de tournage, je veux avoir mes plans, mes raccords, parce que je suis aussi réalisateur. Et ensuite, c'est sécurité. Voilà. Je vous interromps. Enfin, pour résumer, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des circonstances. Donc, il faut les provoquer. Et en tout cas, c'est souvent ce qu'il y a. Je voulais poser une question à Bertrand Loyer. Vos prochaines histoires, puisqu'on est dans les histoires, l'écriture et la réflexion. Votre prochain projet, quel est-il? Je suis un peu... Brièvement, que, si on veut laisser parler le public. Bien sûr. En fait, et j'ai d'autres extras passés en plus. D'accord. Alors, donc, je vais faire très bref. Je joue sur plusieurs échiquiers à la fois. Donc, je pousse plusieurs petits pions sur différents échiquiers. Donc, il y a plusieurs histoires qu'on mène de front. Si je parle des histoires qui concernent le monde marin et subaquatique, on a deux histoires principalement. L'une qui concerne un poisson gigantesque qui a envahi les rivières de France, qui s'appelle le silure. Et c'est un pari de tourner ce poisson, le rendre sympathique. Encore une fois, on fait tout notre possible pour rendre un gros moustachu, parce qu'il est moustachu, sympathique. Et puis une révélation qui est le serpent de mer, donc une créature mythique qu'on est arrivé enfin à filmer. Et on vous montrera tout à l'heure. Le régalec. Le régalec, donc, de son vrai nom, le roi des harengs. Et on est arrivé à trouver le moyen de le filmer. Et c'est de toute beauté. Voilà. Je pense que vous repartirez d'ici avec des belles images dans la tête. Valérie, votre prochain projet? Sur Terre, sous l'eau? Les deux. Je travaille sur une série qui s'appelle La vie secrète des lacs, où on parcourt 5 lacs mythiques, on va dire, dont le Baïkal, le lac Nasser, et on raconte la vie sur, sous et autour du lac. Donc ce sont des histoires naturalistes et humaines. Là, c'est pour Arte également, et après dans d'autres avec des prises de vue aériennes drone, je travaille sur une série sur les monuments qui s'appelle Monuments révélés, où on revisite l'histoire de monuments iconiques que sont Sainte-Sophie à Istanbul, à Petra
Mais là, on est compagnie. plutôt sur Terre. Voilà, on est sur Terre. On est plutôt sur Terre. Bon, je voudrais vous passer un extrait d'une réalisation de Bertrand Loyer sur les grandes profondeurs. Alors, je bouscule un peu l'ordre de diffusion des séquences. Si la technique est au point, c'est quand elle veut. Je vais juste dire je vais le voir. Pour réaliser l'épisode « Naissance du Nil », Bertrand Loyer a fait 2 paris insensés. Raconter le destin d'animaux des grandes profondeurs gravitant autour de systèmes volcaniques et surtout, filmer un phénomène rarissime, la naissance du Nil volcanique. Pour réussir ce coup double, il lui fallait des alliés, des hommes capables d'envoyer des caméras dans ces eaux glacées et obscures des profondeurs de l'océan Pacifique, où se cachent la plupart des volcans sous-marins, et des vulcanologues qui écoutent en permanence leurs humeurs. Après 3 années de préparation auprès des organismes de recherche océanographique au Japon et aux États-Unis, son équipe a sollicité leur collaboration pour amener des caméras à plusieurs centaines de mètres de profondeur et les guider vers les zones où crépitent les sismomètres. Premier à répondre, le JAMSTEC, l'Institut océanographique japonais. Pendant plusieurs semaines, il lance une mission de collecte près des fumeurs blancs de Hatomano, au sud du Japon. Ce curieux cube métallique s'appelle un ROV, de l'anglais Remotely Operated Vehicle. En français, un véhicule actionné à distance. Un robot télécommandé depuis la surface, pour plonger seul en milieu profond ou hostile. L'engin pèse environ 2 tonnes. Les techniciens doivent prendre garde à ce que ce petit concentré de technologie ne se transforme pas en bélier en réponse aux roulis. Ce ROV, baptisé Hyperdolphin, est la fierté de l'Institut JAMSTEC. Bardé d'instruments de mesure, il sert à explorer les abysses et à en ramener des échantillons. Il est relié au navire par un cordon ombilical alimenté par un module qui sert aussi d'amortisseur au mouvement marin. Dans ce cordon, une fibre optique et un câble qui transporte un courant de 1000 volts. 2 bras articulés peuvent prélever des échantillons de roches volcaniques sous-marines. Autant de trésors pour les scientifiques qui s'empresseront de les analyser dans le laboratoire de bord. Mais pour nous autres cinéastes, la partie de ce ROV qui nous intéresse le plus est les yeux. Une caméra HD et 3000 watts de lumière disposée sur toute la face avant pour scruter les abysses. Il faut plusieurs heures avant d'atteindre les sources hydrothermales d'Atomanol à près de 1500 mètres de profondeur. Les abysses forment le plus vaste habitat de la planète. C'est un monde vertical, mais glacé et perpétuellement plongé dans l'obscurité. Pendant la descente, les naturalistes japonais s'occupent. Ils cherchent et collectent de nouveaux organismes sous-marins, comme cette méduse bioluminescente. Ils se livrent à une véritable chasse au trésor, avec un enthousiasme que les années n'ont pas émoussé. Les naturalistes prélèvent grâce à cette pompe les nouveaux animaux rencontrés et les transfèrent en aquarium à bord du ROV. En arrivant près des sources d'eau acide d'Atomanol, les scientifiques braquent leurs projecteurs sur un écosystème oublié de la lumière. Ils découvrent des oasis où grouillent des animaux presque totalement aveugles que l'on retrouve dans toutes les abysses de l'océan Pacifique, les crevettes albinocaris. Grâce à leur abondance et leur manie de vagabonder d'une source chaude à une autre, elles allaient endosser le costume improbable de notre mascotte des abysses. Peu de temps après, plusieurs sismomètres dispersés dans le Pacifique Ouest ont détecté des vibrations inhabituelles. Par triangulation, les géologues américains déduisent que la source se situe au nord de l'île de Guam. Avec le concours de l'Institut américain de Woods Hole, ils affrètent le navire océanographique Harvey Thompson. Cette fois, le ROV s'appelle Jason. On lui demande d'aller inspecter la source des détonations qui n'est qu'à 600 mètres de profondeur. Sur les pentes d'une colline immergée, les crevettes se massent en nombre. L'eau porte des nuages de soufre. L'hydrophone embarqué sur le ROV sature. Les détonations sont assourdissantes. Et en remontant la pente balayée par un fort courant, les caméras de Jason vont filmer une première, une éruption volcanique abyssale.
Il voulait me passer tout le film. C'était pas possible. On a coupé. Décidément, on m'a coupé. Non, on a le coupé but, le meilleur, on allait voir. Bon, il y a eu un petit décalage entre le commentaire et l'image, mais bon, peu importe. Bon, avant de revenir vers vous, Bertrand Loyer, je voudrais quand même revenir vers Alain Bergala. J'aimerais qu'on parle maintenant de technologie. Aujourd'hui, la technique est accessible à tout le monde. Le fonctionnement est vulgarisé. Tout le monde peut plonger, filmer. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie peut apporter vraiment, est-ce que c'est porteur est-ce qu'elles sont porteuses de scénarios, d'histoires, un peu comme le cinémascope et le numérique ont pu élargir le champ des possibilités pour le réalisateur, ou alors ça reste quelque chose qui est juste un soutien, un moyen? Juste avant, je voudrais dire, parce que quand j'ai vu pour la première fois Naissance du Nil, j'étais quand même sidéré. C'est-à-dire c'est très rare qu'on voit quelque chose qui n'a jamais été vu. Parce qu'après tout, le cinéma filme des millions de choses. Et là, j'ai eu l'impression de quelque chose. Voilà, vraiment, moi, c'est un film qui m'a profondément frappé. Enfin, du coup, si vous voulez voir un autre extrait, il y en a un très grand dans l'exposition qui est. Et alors, les gens sont cloués, quoi. Les gens qui voient ça sont cloués. Mais répondez à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie est un moyen qui permet d'accompagner le cinéma, ou c'est ce qui va remplacer l'homme? On n'aura plus besoin d'envoyer un homme sous l'eau, on peut faire des images de synthèse dans un studio. C'est quoi l'avenir du cinéma là-dessus? Si vous voulez, par rapport à tout ce que vous avez dit avant, c'est vrai que ce qui était émouvant souvent dans les films, c'était les hommes et les animaux, ou les hommes et la mer. C'est vrai que quand on envoie une caméra très très profonde, il faut trouver une autre façon. Parce qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues, mais là, là c'était un événement qu'on n'a pas jamais vu. C'est pas juste voir à quoi ressemble le fond des abysses, quoi. Et du coup, on gagne effectivement à voir des choses dont on n'a aucune idée de ce que c'est. L'invisible devient visible. Et maintenant, on perd ce qu'il y a depuis toujours dans les films comme ça qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la rencontre de l'homme et de la nature. Là, c'est pareil d'ailleurs pour parce que j'ai beaucoup parlé avec les gens qui font les roves et tout ça. Ils sont un peu tristes, eux, parce qu'avant, ils descendaient dans leurs engins. Il y avait une aventure humaine, si vous voulez. Mais là, c'est les machines qui descendent. Par contre, c'est comme toute technologie, ça dépend. Après, comment elle est... Ça dépend du projet des films. Justement, Bertrand Loyer, il veut répondre avant même que je vais poser la question. Bertrand Loyer, avant que vous répondiez, vous avez mis en place, vous, beaucoup de nouvelles technologies en production et en post-production, avant, pendant et après. Parlez-nous un peu de ce que vous avez mis en place pour Saumon Surprise, par exemple, et de ce que vous mettrez en place demain pour vos futures productions. Je vais être très désobéissant, Rémi, tu m'excuseras, mais il faut que je rebondisse sur ce qu'a dit Alain Bergala et Naissance du Nil, parce qu'on va quand même parler un petit peu de technique. On a filmé effectivement la naissance du Nil, ça se trouve aux îles Solomon, et on avait des sismographes qui étaient dans l'océan Pacifique, mais on ne savait pas très bien quel volcan était rentré en éruption et comment le filmer. C'était un pari, mais totalement fou. On est allé une première fois, on nous a dit c'est là, ça se passe là, c'est un volcan qui s'appelle Kavachi au large des Salomon. On a pris le bateau, on est allé sur place. Pas de bol, le volcan est à 54 mètres sous la surface, il ne se passe rien. Et on nous appelle un mois après, ça y est, est-ce que si, allez-y, venez. Non, mais si, venez. On n'était pas sûr, et en fait, on a dépêché ce qu'on appelle une tête Cineflex, qui est une tête gyrostabilisée, qui était utilisée à l'origine par le CIA pour surveiller les plaques de voitures quand elles faisaient des courses-poursuites pour voir qui était le contrebandier, on montait à lui comme ça. Et donc, c'est une technique assez étonnante, où il y a une boule qui tourne très très vite avec la caméra au milieu. Et il n'y a pas un pixel qui bouge. C'est des images extrêmement stables. C'est des images que vous pouvez voir là-haut. Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette tête de caméra qui est reliée à un enregistreur haute définition sur un hélicoptère qui, normalement, lui, était destiné à amener des gens sur des mines aux îles Solomon. Donc on a couplé ces deux technologies absolument improbables. Et on leur a dit, au lieu d'aller dans une mine, vous allez au large. Normalement, ils n'ont pas le droit, parce qu'il leur faut 2 turbines pour aller au large. Donc ils ont accepté. Et là, ça a été la magie. C'est-à-dire que vous allez voir, monter à l'étage, un volcan en train de créer une île. C'est-à-dire qu'il était juste sous la surface, il a commencé à envoyer des panaches et des panaches et des panaches de soufre et de ce qu'on appelle des lapidis, c'est des petites projectiles de cendres.
Et puis tout d'un coup, on a eu ce qu'on appelle des panaches cypressoïdes, c'est-à-dire ce mélange entre le feu et l'eau, et qui envoie des gerbes qui ressemblent aux cyprès qu'on a ici en Provence, qui partent dans tous les sens, et puis à terme, on finit par créer une île. Alors l'histoire de ce volcan est assez folle parce que la tempête après est arrivée, donc il est arrivé à créer un monticule de 3 mètres, et puis une tempête est arrivée, et a tout balayé, et on est reparti à moins 30 mètres sous la surface. C'est comme les cours de bourse, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà. Alors, quel est le prochain appareillage que vous allez utiliser? Alors, bon, c'est vrai qu'on s'amuse à jouer pour raconter des histoires, pour que finalement, c'est la course aux armements, et les responsables de cette course aux armements, c'est vous, ici. Parce qu'en fait, les spectateurs demandent toujours plus. On a vu des choses, on a vu des zooms avant, des techniques mises au point par Hitchcock, par exemple, où on faisait un zoom arrière tout en faisant un travelling, etc. Bon, c'est bon, on l'a vu, on a vu le Steadicam ILM, là c'était Kubrick. Bon, là il y a une espèce de course, on demande toujours à voir plus. Vous avez vu La Planète Terre de la BBC, c'est eux qui ont vraiment démocratisé la tête cinéflex dont je parlais. Et aujourd'hui, on continue cette course aux armements. Valérie, à l'instant, parlait des drones, donc c'était tout petits octocoptères. Qu'est-ce que c'est un octocoptère? C'est finalement un espèce de jouet qu'on transporte dans un camion, très léger, et on met une caméra au milieu, et on la promène où on veut. Alors, Alain disait que c'était très triste aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à avoir l'émotion quand on a des jouets comme ça. Si vous voyez, on pourrait vous montrer peut-être un petit extrait, mais les gens qui jouent avec ces jouets, c'est des gamins. Ils jouent comme on joue aux jeux vidéo. Et les gens qui pilotent aujourd'hui les ROV, c'est des experts en jeux vidéo. Ils ont leur joystick et puis ils se promènent avec ça et ça les éclate. Et là, il y a une émotion qui passe. Et on est capable de faire ressortir une émotion malgré ce cordon ombilical qui nous relie à la réalité. Est-ce que, on va peut-être pas parler d'images sous-marines, mais je meurs d'envie de vous montrer quand même, c'est assez drôle, comment on est capable d'envoyer une caméra au-dessus de l'eau, dans des décors où il y a des arbres, etc., dans tous les sens. Je crois que vous avez le clip qui s'appelle Flying 4K. Là, non, on va pas le passer parce que j'ai d'autres choses. Non, mais on va le passer après, parce qu'il y a aussi des drones sous-marins. Et j'aimerais d'abord qu'on passe, alors on va y revenir, mais on va d'abord passer un extrait du film de Luc Vanrel, qui là aussi met en avant une autre technologie pour rendre compte de la grotte Cosquer. Comment sauvegarder toutes ces informations pour que la communauté internationale puisse les étudier? Bertrand, Lazare et David ont décroché le marché qui va justement permettre de sortir la grotte de l'eau. Le pari est difficile. Ça pèse lourd, c'est fragile, les fractures sont fragiles, tout est fragile. Et puis il ne faut pas se louper, c'est quand même assez boueux, quoi. Donc on va prendre notre temps, quoi. Michel et Luc les attendaient avec impatience. C'est du carreau de cette piscine, en verre. Grâce à cette opération, la grotte va devenir éternelle. Virtuellement, tout du moins. Grâce à ce laser extrêmement puissant, 30 millions de points en 2 minutes, ils vont faire le relevé topographique exhaustif et précis de la grotte au millimètre. C'est un sacré défi. Luc est anxieux. C'est du matériel très rare, très coûteux. S'il y a un loupé sur l'installation, le transfert du matériel, je crois qu'on est cuit pour un bon moment. C'est pas courant, d'habitude nous on travaille plus sur les monuments historiques, donc ça donne un petit côté un peu plus aventure, mais c'est intéressant. Puis c'est un défi intéressant sur le plan topographique, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire des mesures topographiques dans un milieu comme ça. Il y a de l'eau, l'accès est compliqué. Un laser inframillimétrique va permettre de relever toutes les gravures et les peintures. C'est nouveau, c'est pas des choses qu'on pouvait faire il y a 3 ans, c'était impossible. Tout le monde va devoir plonger, même le matériel. La profondeur, le confinement, l'humidité, les obstacles sont nombreux. Lazare va rester en surface pour récupérer les données de ses confrères. Alors,
très très vite parce que j'ai encore un petit extrait à passer. Je voudrais quand même à la fin passer l'extrait du Régalec de Bertrand Loyer qui va largement contenter les frustrations de ne pas avoir vu le drone. Je voudrais que Luc parle, que René Euzet parle sur un extrait du Peuple des Océans. À l'origine, on devait retranscrire en solide, en poster, la grotte Cosquer. Oui, alors... Oui, d'accord. Oui, là, on est dans un cadre qui est totalement différent au niveau de l'image. C'est-à-dire que déjà, on n'est pas dans de l'image sous-marine, mais on passe dans la plongée. Donc, le matériel plonge, mais ne fait pas d'image sous l'eau. Hein, ça sera dans la grotte, à l'air. La problématique est celle de la disparition de la grotte, puisque avec le réchauffement, l'eau continue à monter, et donc on est en train de perdre des œuvres majeures. Et le seul moyen accessible économiquement que l'on ait imaginé, c'est de le sauver en images, de faire une sauvegarde numérique de tous les artefacts qui sont dans la grotte, et on a aussi des besoins de connaître la volumétrie exacte. Donc on va croiser plusieurs techniques. Ça a été un petit peu pionnier d'ailleurs. Aujourd'hui, on travaille avec toutes les équipes qui sont sur la numérisation 3D. On a une partie qui est très classique, c'est celle qu'utilisent parfois les industries, les centrales nucléaires, c'est l'appareil qu'on voit tourner, qui est un laser rotatif. Donc, on mesure le temps de vol du point laser qui tape sur sa cible et qui revient, exactement comme pour un sonar de bateau. C'est ce qu'on appelle un scanner temps de vol. La deuxième technologie n'est pas un laser, c'est une technologie optique qui est déjà différente, où on va photographier à très haute fréquence, hein, puisqu'on a besoin de gros couvrements d'images, un objet avec des points de vue différents, mais sur la même vue. Ce qui va nous permettre, par interpolation, de reconstruire le contraste. C'est ce qu'on appelle la corrélation dense, une méthode de corrélation dense. Donc c'était assez pionnier. On est parti de matériel qui existait, mais on a, dès la première opération, c'est celle qui passe dans le film, tenté aussi un autre procédé à partir de photos numériques à très haute définition avec d'autres procédés. Ça a été totalement pionnier. On a réussi à descendre à une finesse de restitution de 12 micromètres, c'est-à-dire 12 millièmes de millimètre. Donc c'est vraiment un niveau de résultat qui nous a permis de faire du travail et de la découverte qui sont impossibles à faire à l'œil dans la grotte. Et bien sûr, magie de la 3D, on peut regarder de face, de profil, on peut passer derrière la roche pour regarder de l'autre côté si on veut, on peut tout faire puisqu'on est dans du virtuel. Les enjeux étaient, bien sûr, je l'ai dit, le premier c'était la sauvegarde des informations scientifiques. La deuxième, c'était le partage de l'information scientifique. C'est-à-dire que le but final était que ça puisse tourner sur des machines domestiques, des PC domestiques, et sur un navigateur Internet. Donc du matériel disponible chez tout le monde et très léger. Donc deux chercheurs peuvent, à l'improviste, même pas chez eux, il suffit qu'ils soient dans un cybercafé, se téléphoner et regarder en même temps la même chose et l'animer de la même façon. Donc il fallait que ça puisse être fluide la restitution. Passengers 431 flight 61. D'accord. Ils n'ont pas la technologie. Sommes-nous enfermés pour la nuit? Le petit Andric attend sa maman à l'accueil. Vous avez du feu et des bières? Je suis sûr que c'est un crew de M. Bertrand Loyer. Donc le troisième enjeu, quand même, et celui qui intéresse plus, je dirais, le monde de l'image, c'est la restitution donc au public. Alors, de différentes façons, c'est-à-dire que tout ce matériel numérique que l'on va ressortir peut bien sûr servir à la fois à faire une reconstitution avec les procédés industriels. Il y en a deux, hein, essentiellement aujourd'hui. C'est le prototypage, c'est-à-dire qu'on a des fraises multidirectionnelles qui vont être pilotées informatiquement par rapport à la 3D et qui vont faire en gros une c'est maquette. le principe de l'imprimante 3D.
Et le deuxième principe est celui de l'imprimante 3D qui est en train de faire d'énormes progrès au niveau de la finesse. Donc on pourrait faire un facsimilé, bien sûr, grâce à ces résultats, mais on peut aussi, et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut faire une marche arrière et revenir à l'image. Parce que le procédé final que l'on utilise, qui est donc de la photo numérique à très haute définition, donne une image 3D qui n'est pas, qui n'a pas l'air virtuelle. Elle est totalement réaliste, c'est-à-dire qu'on voit chaque pixel à exactement la couleur qu'a le pixel, et on peut tout travailler, même la lumière, l'ombre, on peut tout reconstituer, et là on se retrouve à faire une espèce de studio avec de l'immatériel pour reproduire de la réalité. On a une retranscription en 3D, c'est d'ailleurs le principe aussi des Oculus, je conclurai tout à l'heure avec ça. Dans l'ordre, une petite question à vous, Valérie. Le sous-marin, aujourd'hui, pour un documentaire comme U455, c'est indispensable, le Remora 2000. Oui. Si on veut raconter une histoire avec des intentions dramatiques, dramaturgiques, et oui, on aurait pu faire ce film sans le Remora, sans les témoins descendant sur cette sépulture de guerre, puisque finalement c'est ça, hein, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas rentrer dans le vaisseau. Non, on aurait pu faire ce film autrement, avec des moyens plus modestes, mais on n'aurait pas raconté la même histoire. Voilà. D'accord. Voilà. Une question à René Euzet. Ensuite, je vous propose de regarder le Régalec pour revenir ensuite sur Bertrand Loyer, qui va nous expliquer comment on peut filmer le Régalec et mettre en avant des nouveaux moyens et expliquer un peu le tournage de demain. Ça permettra d'approfondir ce qu'on a pu vous montrer que partiellement avec les grandes profondeurs. René Euzet, vous, dans le cadre de Océan, il y a eu un choix de basculer au numérique, c'est-à-dire changer la technologie. Et puis aussi, il y a un plan intéressant concernant les thons, où vous avez équipé, en fait, vous avez mis au point un drone ou une caméra, quelque chose comme ça. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, que Jacques Perrin et Jacques Luzeux sont des gens qui appartiennent au cinéma. Et pour eux, le cinéma, c'est la pellicule, le 35 mm. Bon, la vidéo marche très bien, la vidéo de définition, mais au niveau cinéma, l'image est tellement trop parfaite pour les puristes qu'ils voulaient qu'on puisse travailler avec une qualité cinéma avec des moyens techniques vidéo. Le problème du 35 mm, c'est qu'on était limité par la durée des pellicules. Donc on avait droit qu'à 3 ou 4 minutes de bande, pas plus. Or, dans ce genre de film, si on avait tourné en 35, je crois qu'on serait encore sur le tournage. Ouais. Donc l'avantage qu'on a en vidéo, c'est qu'on pouvait tourner 50 minutes sans remonter à la surface. Ensuite, pour adapter la qualité de signal vidéo pour le rattraper au grain, un petit peu au grain du cinéma, on a dégradé un petit peu l'image. Voilà, pour vous donner un détail, juste un petit exemple, lorsque je travaillais pour Ushuaïa, on montait les détails d'une caméra vidéo à plus 15, plus 17. Pour Océan, on les a baissés en négatif à moins 45. Et tout le travail après se reprenait en post-production. Ce qui veut dire que quand nous, on sortait de l'eau, on avait une image qui était un peu fade, pas lourde et pas très définie. Mais ça correspondait avec l'étalonnage qui avait été calculé en avant, par la société notamment Digimages qui sont spécialisées dans ce genre de traitement. On a pu retrouver, mélanger à la fois le 35 mm qui est tourné en extérieur avec l'image vidéo qui est faite sous l'eau. Et puis, deuxième aussi démarche, c'était la création d'une torpille avec caméra pour faire en fait des travelling arrière sur les thons qui vous poursuivaient. Exactement. C'est toujours pareil, une volonté des réalisateurs. Des fois, ils sont vraiment presque, je dirais, dans leur délire. En fait, ils voulaient qu'on aille à la même vitesse que les animaux, les thons et les dauphins. Donc, comme je disais à Jacques, à la meilleure volonté, je n'arriverais pas à rigueur les voir passer, les accompagner un tout petit peu, mais je me ferais tout de suite larguer. Donc, Jacques Perrin a une idée de génie qui travaille avec l'armée. Il est allé voir carrément la DGA, la direction de l'armement, ingénieur de l'armement, et il a dit, écoutez, qu'est-ce qui va vite et stable, ce sont les torpilles. Donc, on est allé voir, on a fait des essais. Dans une torpille, on a mis une caméra à l'arrière. Donc, on l'a tracté. On avait le retour vidéo en surface, et là, on attendait de voir un petit peu comment ça se passait. Sauf que la nature, naturellement,
ne décide pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on met une torpille qu'il y a des tons qui viennent derrière. Donc ça a duré des semaines, et à trouver des stratégies. Si vous avez l'occasion, je vous inviterai à voir le making-of qui est dans le film, qui est fabuleux. Voilà, bon, on est arrivé, on a sorti quelques images, et puis quand on a eu tout de suite un gros problème, je me souviens, Jacques Perrin me disait, j'étais en Australie, mais tiens, ça y est, on est arrivé, on a filmé les tons. Puis je regarde les images, j'ai dit, oui, mais tes tons fondus sur place. Oui, vous allez voir. Alors il me dit, comment ils se fondent sur place? J'ai dit oui, parce que comme il n'y a aucun repère de vitesse, ils sont dans le bleu, donc ça faisait ça, on a besoin que c'était sur place. Et là, quand tu regardes une deuxième fois les plans, parce que la première fois, on prend les plans qu'on n'a pas eu de voir, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le sujet, mais après, on ne voit pas ce qu'il y a sur les arrière-plans, et puis comment se traitent les autres plans. Et effectivement, il me dit, bah oui, c'est vrai, on dirait qu'ils font du sur place. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis, tu as deux solutions. Soit tu inclines un peu ta caméra en contre-plongée pour voir défiler la surface de l'eau, soit en dessous de cet dauphin, lâcher des petits filets de bulles d'air pour voir un effet de défilement. Et c'est vrai que ce système-là change toute la problématique de l'image. Je vous propose de regarder cet extrait et ensuite on reviendra pour donner la parole à Alain Bergala et nous repartirons en compagnie du Régalec pour terminer en présence de Bertrand et de vous pour que vous puissiez poser vos questions. Donc le ton immobile. Filant à pleine vitesse, les thons écument les eaux tropicales. Puissants, rapides, ces prédateurs opportunistes chassent en banc serré. Vifs, endurants, ils nagent plus vite, plus loin, plus longtemps que leur proie. Alertés de très loin par l'agitation, les thons en nageoires jaunes viennent se mêler au festin des dauphins. Les dauphins sont rassasiés depuis longtemps, mais ils continuent à picorer au passage quelques petits poissons. Voilà, donc si on ne connaît pas l'anecdote, on ne se pose pas de questions sur où est le caméraman, le hors-champ, comment il fait pour filmer. C'est vrai qu'un ton, ça se déplace extrêmement rapidement. Alain Bergala, j'aimerais que vous me disiez ce que pourrait être le cinéma demain sous la mer pour vous, sachant qu'aujourd'hui, il y a de la 3D, il y a des ROV pour aller explorer, il y a des loupes, il y a des drones, il y a des torpilles, il y a même un drone sous-marin qui a été mis au point par une société dans la région avec des niveaux à mercure qui permettent donc d'incliner, de ballaster, je ne sais pas si on dit comme ça, le drone et de filmer sous l'eau. Pour vous, alors, le cinéma demain, on a besoin encore de plongeurs, de caméramans? Je crois que c'est eux qui vont répondre, parce que moi, c'est eux qui font les films. Oui, mais de ce que vous en savez. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ça. C'est que dans l'histoire du cinéma, d'habitude, des gens inventent du matériel, et ce matériel suscite de l'innovation esthétique. Ce qui est génial là, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire, il y a un problème, il y a quelque chose à filmer, et on invente le matériel qui permet de le filmer. Parce que l'idée des tons, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, il se dit comment je vais filmer des tons de face, ce qui, effectivement, pose le problème, comment j'équipe la caméra, où je la mets. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude dans l'histoire du cinéma. Une situation donnée, difficile, quelque chose à filmer, fait qu'on invente autre chose. Et après, évidemment, ça peut servir à d'autres sujets, si j'ose dire. Mais ce n'est pas justement parce que le milieu qui reste hostile, quand même, impose, dicte sa loi et que l'on est obligé de s'adapter, alors que dans un décor, dans un studio, bien sûr, ou dans une structure de post-production en 3D, on peut corriger, créer, réinventer. Ce qui est premier, c'est ce qui est à filmer, puisque quand il découvre le volcan sous-marin, c'est clair que là, il faut inventer des outils, sinon on ne verra jamais ça. Je veux dire, j'aime bien
que le processus s'inverse parce qu'on part du réel. Et après, le réel, il est retravaillé, mais en tout cas, on part d'un problème concret. Et ce problème concret suscite de l'invention technique. Voilà. Je vais vous donner une petite anecdote là-dessus. Quand le film Océan s'ouvre, vous avez un travelling aérien sur un paysage qui est filmé par un drone. Et pour des raisons militaires, vous ne pouvez pas excéder 20 kilos sur ce genre d'appareil lorsque vous passez d'un pays à l'autre. Donc, la réflexion a intégré tout à la fois la contrainte légale, la contrainte militaire, la logistique et la nécessité et le besoin. Je vous propose donc de regarder l'image du régalec. Et avant, j'aimerais que Bertrand nous dise quel est l'appareillage sur lequel il travaille pour ses prochaines productions, puisqu'aujourd'hui, il y a un nouveau type d'obturateur et de caméra. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis maintenant 2009, on tourne avec des caméras qui sont en ce qu'on appelle ultra haute définition. Donc déjà, c'est un format qui est entre 4 et aujourd'hui 10 fois le format de la HD, donc les meilleurs téléviseurs que la plupart des gens connaissent. Mais bon, on peut trouver dans quelques points de vente spécialisés des dalles, donc des écrans 4K qui vous donnent déjà 4 fois la qualité HD. Pour vous donner une ordre de grandeur, 4K, ça veut dire qu'il y a 4000 pixels en bas sur l'écran et il y en a 2000 en haut. Votre œil, qui est constitué de cônes et de bâtonnets, qui est capable de faire ça d'aller de droite à gauche, il a environ 18 000 K. C'est-à-dire qu'avant que la télévision soit capable de battre cet étonnant outil qui s'appelle l'œil humain, il y a encore du chemin. Mais, et ça, je pense qu'Alain ne me contredira pas, quand on va voir un film, on a un contrat avec le réalisateur ou la personne qui vous montre les images. C'est-à-dire qu'on vous montre un monde via le filtre, via le prisme d'une certaine qualité. On essaye d'être aussi immersif et la course qui a lieu en ce moment, c'est la course à l'immersion. C'est-à-dire que l'image est de plus en plus belle, il y a de plus en plus de pixels dans l'écran. Vous avez depuis 3 ans ou 4 ans déferler, vous avez vu déferler la 3D, ça donne mal au crâne à certains, mais le principe de base c'est ça, c'est l'immersion. Vous avez des home cinéma qui se montent en 5.1, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez 5 haut-parleurs, puis vous en avez un devant. Et demain, on va avoir le son Atmos, parce que les gens de chez Dolby essayent de vendre quelque chose de plus. Là, vous allez avoir 100 haut-parleurs, enfin, entre 40 et 100 haut-parleurs autour de vous, et puis le missile qui passe au-dessus de votre tête, il va faire comme ça. Donc là, vous allez vraiment avoir l'impression d'être sur le champ de bataille. Et donc, à notre petit niveau, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on a des caméras qui sont entre 5 et 6K. On est passé du 4 au 5 puis au 6K. Et elles sont capables de filmer 22 diaphragmes simultanément. C'est-à-dire que si on se gourre à l'exposition, on peut toujours se refaire une cerise derrière en post-production. Et on n'avait pas ces jouets-là jusqu'à présent. Et pour le sujet sur le régalec, c'était un plus parce qu'on se trouve dans des... là, c'est le summum de un peu tout ce qu'on a entendu. On va faire des plongées profondes, aléatoires et de nuit, pour que ça rende quelque chose de beau. Vous allez d'abord voir sur la petite bande-annonce que vous allez voir, d'abord des images de jour, et vous allez voir la différence, puisque l'animal révèle toutes ses couleurs de nuit. Puis, si j'ai le droit, je vous montrerai le drone. C'est parti pour 3 petites minutes d'extrait du régalec, pour ensuite débattre avec vous et poser vos questions. The mysterious giant sea serpent. A creature of myth and legend, living deep in the underwater world. Very few people have seen one alive. But just off the coast of the French Riviera, divers have made an exciting discovery. By chance, this weather station provides a new link to the depths. Maintenance divers cleaning the deep-sea buoy reported strange encounters with a giant sword-like beast. They have found the legendary sea serpent, the longest bony fish in the world. It's a call to adventure, an opportunity to uncover the secrets of this elusive fish.
Our divers will take up the challenge of discovery. They will sample DNA and tag the fish so that they can get to know individuals. They will learn special breathing techniques so that they can follow this slippery fish down into the depths. Special cameras and techniques will be developed to work at dangerously high pressures to film for the first time oarfish feeding at night. The challenges are difficult and dangerous, but our divers are determined, boldly going where no one has gone before. Until, slowly, in the darkness, the giant sea serpent begins to reveal its true colors. Amazingly, it lives in a kaleidoscope of color, courting and dancing with other oarfish. Join us on an odyssey into the unknown with this weird and wonderful creature. Alors, si tout va bien, si tout se passe bien, normalement, vous verrez la suite de ces images à la prochaine édition du Festival mondial de l'image sous-marine. Donc, ça se passera mal puisque vous ne les verrez pas, me dit Bertrand, la prochaine édition. En tout cas, ce que vous avez vu autour des plongeurs, pour ceux qui ne sont pas plongeurs, c'était du plancton, je vais résumer comme ça, avant autour du régalec. Non, c'est pas du plancton. C'est pas du plancton. C'est du salpe, c'est des invertébrés marins, comme des méduses. Et c'est une propriété assez incroyable, c'est que ce sont des chaînes de méduses qui s'assemblent et elles vont justement manger du plancton. Donc elles vont manger plutôt du zooplancton, c'est des petites crevettes minuscules. Et c'est ce que fait aussi le régalec. Donc ce poisson géant fait comme finalement les baleines, ils mangent du krill. Et on tourne tout ça en Méditerranée. Et on cherche à comprendre où sont les krills. Et là, on a besoin de radars, enfin de sonars, qui vont nous indiquer la profondeur des bancs de krill. Et on fera probablement un making-of à un moment, mais la technique qu'on a trouvée pour filmer les régalecs, parce qu'on en a filmé pour l'instant 7 ou 8, c'est d'avoir un plongeur qui descend à 120 mètres et qui reste à ces profondeurs aussi longtemps que possible pour empêcher finalement le régalec de faire trop le yo-yo et de repartir dans les profondeurs. Donc on laisse un peu comme un défenseur sur un stade de foot, un plongeur en arrière et les autres travaillent dans les profondeurs au-dessus. Et si bien que le régalec passe son temps à faire ça, ce qui est bien sûr impossible pour un plongeur. Il nage, comme vous l'avez vu, verticalement. Et donc, pour l'avoir et documenter plein de choses, les parasites, la manière dont il se nourrit, les accouplements, la manière dont les femelles lâchent leurs œufs et le mâle passe derrière pour les fertiliser, etc., on a besoin finalement d'un défenseur. Et voilà, c'est ce qu'on utilise à 120 mètres de fond. Donc, les plongeurs que vous avez vus là plongent avec des mélanges gazeux qui leur permettent de rester un certain temps à des profondeurs entre 120 pour le plus profond, on essaie de les maintenir à 80 pour que ça soit plus honorable. Voilà, nous allons maintenant vous donner la parole. Pour résumer, vous avez vu qu'il y a plusieurs manières de raconter une histoire, plusieurs manières d'appréhender les fonds sous-marins, de les retranscrire, que la technologie aujourd'hui met à la disposition de tout un chacun des moyens pour explorer ou relater ce que l'on a découvert. Pour Saumon Surprise, il y a eu aussi des GoPro qui ont été utilisés par exemple, des petits drones embarqués aujourd'hui, vous en avez à disposition dans le commerce. Est-ce que parmi vous, certains ont des questions pour Bertrand, pour René, pour Alain, pour Luc, pour Valérie? J'ai encore plein d'extraits à vous montrer. Oui, mais à 7 heures, je vous rappelle que ce qui suit cette présentation, ce débat, est suivi par
le documentaire U455, dans lequel vous allez voir et les moyens et l'aventure et la narration, parce que c'est une sacrée histoire. Hein. Ce n'est pas un reportage sur une épave, c'est une sacrée histoire. Et puis vous allez voir aussi le film Cosquer sauvé des eaux, auquel a participé Luc Vanrel, et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il y a et René Euzet en tant que caméraman, il y a très très peu de films sur la grotte Cosquer qui va disparaître. Je vous rappelle quand même que c'est à Marseille qu'a été inventée la plongée, que la première émission sous-marine télévisée s'est déroulée dans l'archipel de Riou, que le marégraphe qui donne la hauteur sur tous les bâtiments du monde entier, enfin, maintenant on se sert des satellites, mais le point zéro, c'est le marégraphe, c'est à Marseille, que vous avez autour de moi quand même quelques-uns des plus grands réalisateurs de documentaires sous-marins. Donc, Marseille, capitale de la plongée, du documentaire sous-marin. Voilà, vous y êtes et vous pouvez compléter mes propos en allant à l'exposition. La parole est à vous, monsieur. Oui, dans tous les pays du monde, en tout cas. L'Australie, l'Indonésie, j'en connais certains. Les Anglais, bien sûr, ils ont un réservoir avec le BBC Natural History Unit. On a un panel des Sud-Africains. Et à notre niveau, ce qu'on essaie de faire, justement, c'est d'utiliser les talents des gens de terrain pour nous raconter des histoires de terrain. Et il m'arrive justement, moi, de produire des gens qui sont... en ce moment, j'ai une histoire assez extraordinaire en Namibie où des chacals ont appris à socialiser pour attaquer les otaries. Et ça, c'est grâce à des hommes de terrain et des réalisateurs marins et sous-marins qui vivent en Afrique du Sud. Et je n'ai pas d'extrait là à vous montrer. Si vous ne posez pas de questions, ça ne veut pas dire que vous allez voir l'extrait. Si, on peut meubler, ça leur viendra. Non, voilà, écoutez... oui, je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est qu'on parle de technologie. C'est vrai qu'on a besoin de technologie pour faire des images, pour répondre aux demandes, mais je pense que rien ne remplacera l'œil du caméraman. Et ça, parce que une machine, elle est là, elle est pilotée à distance, elle a un regard assez limité, et elle ne peut pas anticiper comme nous pouvons anticiper. Et puis la deuxième chose aussi, j'ai pas envie d'aller au chômage. Bien voilà, sur ces mots, je vous dis merci. Séance à 19h. Juste un petit mot. Oui, je vous en prie, Bertrand Loyer. C'est juste que on a parlé de Naissance d'une île. Vous pouvez noter dans vos agendas. Il passe le 25 avril prochain à 10h30 sur Arte, éventuellement, si ça vous intéresse. Et puis, vous pouvez voir pas mal d'extraits là-haut. Voilà. Océan, le peuple des océans, des stages aussi en formation de réalisation sous-marine, le peuple des volcans, tout cela sur leur site, vous les trouvez, c'est assez fabuleux. Alain Bergala, des projets de votre côté? Bon, vous venez d'en finir un conséquent quand même, hein, ce jeu de loi. J'essaye de faire une expo sur les îles de cinéma. Tous les films sont tournés sur des îles. C'est un projet que j'ai depuis très très longtemps, je vais y arriver. Moi, je veux bien faire le repérage. Luc Vanrel? L'aventure de la grotte Cosquer continue. Voilà, un projet de livre sur Saint-Exupéry avec son neveu est en cours. Donc beaucoup d'activités pour les 2-3 ans à venir. Oui. Et vous, donc Valérie, vous nous aviez dit déjà que vous avez d'autres projets, mais est-ce que vous auriez un souhait concernant un documentaire sous-marin? Avant même qu'on vous ait proposé un scénario, est-ce que vous aimeriez qu'on vous relate une région particulière? Je dis ça pour tous les scénaristes en herbe qui voudraient proposer leur dossier à Valérie Habitat. Moi, ce qui m'intéresse en tant que productrice sont les histoires fortes. Alors après, celle-ci se passait sous la mer. Hein, je l'ai accompagnée du mieux que j'ai pu pour satisfaire aux souhaits du réalisateur, qui avait vraiment en tête sa narration et sa façon de raconter l'histoire et de montrer ce soin. Après, donc, je dirais, moi, j'accueille toutes les belles histoires, qu'elles soient sous l'eau, dans les airs ou sur terre. Voilà. Merci d'être venu, merci à vous et bonne continuation avec une projection qui va durer 1h30 par la suite.